C'est quoi pour vous la figure du manager? La figure du manager, pour moi, un manager, c'est la personne qui est capable de tirer le meilleur de chacun. Je pense qu'aujourd'hui, on a tendance à trop idéaliser sur les études intellectuelles, etc., en oubliant que tout le monde n'est pas fait pour ça et que chacun a des qualités propres. Et je pense que justement, un bon manager, c'est quelqu'un qui va être capable d'identifier chez chacun les qualités et son potentiel. Et justement, par son dialogue, par sa manière de motiver les gens, va être capable de tirer le maximum de cette personne-là pour le bien de l'équipe et de l'entreprise. Ok. Qu'est-ce qu'un bon entrepreneur, un bon chef d'entreprise? Un bon entrepreneur, je pense qu'on peut être bon entrepreneur sans être un excellent manager, mais c'est important qu'on ait quand même un minimum de capacité. Mais pour le départ, je pense que le principal entrepreneur, c'est qu'il soit créatif et ouvert d'esprit, c'est-à-dire qu'il ait déjà ses propres idées et qu'il soit conscient du monde qui l'entoure, qu'il ne soit pas fermé dans sa bulle. Donc qu'il ait voyagé ou qu'il aime dialoguer avec les gens, avec les cultures étrangères, etc., pour que son offre ait une demande. Et je pense que c'est important donc un entrepreneur ait vraiment cette conscience du monde qui l'entoure pour ne pas aller dans un mur, en fait. Parce que s'il n'est pas conscient de ce qui l'entoure, il va avoir des idées peut-être très belles sur le papier, mais qui dans la réalité n'auront aucun moyen de réussir. Parce que ce ne sera pas adapté au monde qui l'entoure, et les gens ne seront pas prêts ou ne voudront pas de cette offre. On a parlé de la solitude de l'entrepreneur, et vous parlez de ce danger de la bulle, et de l'étanchéité entre le monde de la direction et de la pensée de la direction, et celui de l'action, qui est celle des subalternes, qui est celle du marché sur laquelle se positionne une entreprise. Comment, vous qui avez manifestement également des velléités de création d'entreprise, comment vous pensez arriver à concilier cette solitude subie, pas nécessaire, mais subie, cette solitude de l'entrepreneur qui doit avoir une vista, pour tracer un ciment et faire en sorte de convaincre les gens de le suivre, et en même temps ce danger d'être complètement coupé de la réalité du marché et de son entreprise? Je pense que c'est important d'avoir des expériences en tant qu'entre guillemets subalterne. Je pense que c'est important. Je sais que certaines entreprises le font, notamment je sais que L'Oréal, pour Setup Manager, ils leur font faire je crois que c'était pendant 6 mois, pendant 1 an, un tour dans plein de magasins, etc. Pour voir comment ça se passe en bas de l'échelle. Personnellement, j'ai pas fait ça pour ça, mais je pense que ça m'aidera. J'ai travaillé dans l'imprimerie, dans le conditionnement de croquettes pour chiens, j'ai fait agent de guichet, etc. Et je pense que c'était très enrichissant parce qu'on se rend compte que, certes, on est entouré de personnes brillantes, etc., tant sur le plan intellectuel que humain, mais qu'il y a aussi des personnes qui, c'est pas que c'est pas la majorité de la population, c'est que dans la population, il y a une grande diversité, et c'est important d'être conscient de cette diversité. Donc je pense que pour gérer ça, il est important de toujours garder contact avec la base, si on a des bureaux ou si on a des usines, en restant en contact avec le bas de l'échelle. Très bien. Moi, j'ai une question sur les doutes, parce qu'en fait, c'est vrai qu'un chef d'entreprise, mais souvent énaillé par les doutes. Je voulais savoir qu'est-ce que vous pensez de ça, si vous pensez que ça peut être constructif, jusqu'à quel point. Le doute, je pense que le doute c'est quelque chose qu'on s'appelle constructif à partir du moment où cela permet de se remettre en question. Par contre, je pense que dans tout projet, lorsqu'on a des doutes, on se doit de les garder pour soi, de réfléchir dessus, mais de ne pas les exprimer à son équipe. C'est important toujours de montrer une totale confiance dans son projet, parce que si la tête pensante n'y croit pas, comment la base va pouvoir le suivre? Donc les doutes doivent être quelque chose de personnel, justement être vécu dans la solitude et servir pour se remettre en question, mais ne pas les exprimer à son équipe. Ce qui est risqué.
Ce qui est risqué, mais en même temps, je pense que c'est la seule façon de réussir un projet quand il est risqué. La seule? Pour ça qu'il n'y a qu'une seule façon de réussir un projet. Je pense que si on ne montre pas qu'on est totalement confiant dans un projet, les personnes ont dû, à un moment, lâcher. Si la personne qui a l'idée du projet n'y croit même pas lui, enfin, je vois pas comment je pourrais investir dedans vraiment. Il y a des nuances. Il y a douter de la pérennité de l'entreprise et il y a douter d'une direction. Et ça permet de solliciter les collaborateurs et de trouver des solutions en brainstorm. Oui, après, on peut organiser ça, mais le fait qu'on doute ou le fait qu'on ne soit pas totalement sûr, on ne doit pas le montrer, on doit montrer que nous, on est sûr. Après, c'est à nous de demander des idées, etc. Mais en tout cas, toujours afficher. Et ça va être un outil pour avancer, en fait, aussi. Oui, totalement. Il y a aussi le risque de sombrer dans la dictature managériale. Oui, en partie, mais parce que, après, ça c'est une réflexion que j'ai, je ne sais pas si je l'appliquerai, mais des livres que j'ai lus dernièrement m'ont fait penser qu'un petit peu on obtenait plus des gens quand nous craignaient que quand ils cherchaient à avoir notre amour. C'est quelque chose qui a discuté, je ne sais pas comment je l'appliquerai, etc. Mais je pense que... Vous avez lu quoi? Le prince de Machiavel. Ah, j'en ai Il y a d'autres sujets, j'ai aussi lu il y a aussi, je connais un site sur net qui est très intéressant sur ce sujet-là aussi. Management par la peur. Du management par la peur, c'était tout un programme. J'ai été frappé, on a parlé de la création d'entreprise, mais je ne sais pas si on entend quelque chose, mais j'ai été frappé par votre réponse dans le mini-CV à une question. Quand on vous demande quelles sont pour vous, par ordre de préférence, les qualités d'une vie réussie, vous parlez de l'accomplissement en tant qu'homme, mais juste après, vous dites avoir marqué l'histoire. Alors, vous dites avoir marqué l'histoire avec un petit h. Donc, de quelle histoire parlons-nous? Est-ce que c'est la grande avec un grand H ou est-ce que c'est l'histoire du quartier de la famille? J'aurais dû mettre un H en effet. J'ai envie de. Enfin, je sais pas. Et comment alors? Soit par l'entreprise, si un jour je monte une entreprise, soit plus tard, personnellement je pense que au moment de sa mort, on doit restituer toutes les richesses. Pour moi, les richesses ne nous appartiennent pas, c'est quelque chose que l'on acquiert durant sa vie et qu'à notre mort on doit rendre à l'humanité. Et donc faire du comment ça s'appelle, agir pour le monde en faisant du mécénat à la fin de sa vie. Ouais, sur la fin de sa vie. D'accord. Pourquoi pas au début? Parce que malheureusement, je n'ai pas la chance d'avoir le capital nécessaire actuellement. Ouais, mais enfin, vous pourriez, vu que vous voulez marquer l'histoire, vous allez commencer par exceller, briller. Donc manifestement, on parle de briller économiquement, plutôt par la réussite économique de ces grands projets. Est-ce que vous pensez justement, vous avez parlé de ces grands mécènes en fin de carrière, je pense à Bill Gates, à Warren Buffett qui disait d'ailleurs je ne veux pas être le plus riche du cimetière. Est-ce que vous pensez que le monde peut se contenter aujourd'hui de mécènes du troisième âge, ou en tout cas en fin de carrière? Est-ce qu'il n'y aurait pas, au contraire, tout un intérêt à ce que ces gens-là mettent leur énergie et leur créativité au service de causes humanistes plutôt dans la carrière? C'est une très bonne question. Merci.